La négligence envers les personnes aînées est le seul type d'abus qu'on peut aussi commettre de façon involontaire. On entend souvent parler dans les médias de la négligence qui règne dans les résidences de soins de longue durée en raison principalement d'un manque chronique de personnel. Mais le sort des personnes aînées vivant seules ou en milieu familial qui manquent des besoins essentiels doit aussi retenir l'attention. La négligence consiste toujours en des formes de privation, qu'elles soient volontaires ou non. Privation d'eau, de nourriture, de médicaments, de soins d'hygiène, d'un logement sain, d'aide pour se déplacer, de vêtements, mais aussi d'interactions sociales, d'un bon suivi thérapeutique ou médical en sont quelques exemples. Ce mauvais traitement est particulièrement grave et cruel quand il vise une personne aînée qui souffre de problèmes cognitifs ou mentaux ou alors qui connaît des limitations physiques. Mais il peut tout aussi bien s'exercer à l'endroit d'un aîné qui dépend financièrement de ses proches. La négligence tue parce qu'elle touche à l'intégrité physique ou psychologique d'un individu. Elle doit être dénoncée et combattue avec vigueur, au même titre que la violence physique ou les abus émotionnels. Pour plus d'informations, consultez le site web du gouvernement du Canada consacré au mauvais traitement envers les personnes aînées à l'adresse suivante www.aînés.gc.ca. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Louise Moïse, je serai votre animatrice aujourd'hui avec mon collègue Paul Rowe. Bienvenue à notre deuxième émission de cette série sur les formes d'abus. Dans cette émission, aujourd'hui, nous vous présentons des chroniques, de la musique, des entrevues avec des intervenants qui travaillent dans le domaine et, bien sûr, des conseils précieux pour vous sur ce sujet difficile mais important à discuter. Aujourd'hui, nous abordons la négligence, un aspect très vaste de la maltraitance des aînés, puisqu'il peut y avoir négligence physique, morale, que celle-ci peut être volontaire ou involontaire, causée par l'ignorance ou l'incapacité et que, dans certains cas, elle est infligée directement par la personne qui en est affectée. On essaie de voir plus clair dans tout cela avec vous aujourd'hui. La négligence, c'est le fait de ne pas fournir les choses nécessaires à l'existence, au bien-être ou à la sécurité d'une personne. Par choix ou par omission, on peut donc priver une personne aînée de nourriture, d'eau, d'hébergement ou de vêtements, d'aides comme des lunettes, des dentiers, des prothèses auditives, cannes ou fauteuils roulants, des soins personnels ou de toilette, des médicaments ou une attention régulière. La négligence de soi, c'est se priver des mêmes choses par choix ou par manque de connaissances, sans tenir compte de ses besoins en matière de santé et de sécurité, parfois même jusqu'à ce que cette négligence devienne dangereuse pour les autres. Comment reconnaître la négligence? En voici quelques exemples. Dentiers, lunettes, prothèses, marchettes manquantes par exemple. Problèmes médicaux non traités ou lenteur à se faire soigner. Soins de propreté minimes. Une apparence négligée, vêtements sales ou déchirés ou inappropriés par exemple. Des conditions de vie dangereuses ou non sécuritaires, pas d'eau courante, manque de chaleur. Des conditions de vie malpropres, saleté, poux, mauvaise odeur, draps sales par exemple. Vagabondage sans surveillance. Dans quelques instants, on discute de qui maltraite, qui est maltraité et pourquoi. Quand on parle d'aînés qui souffrent de négligence, il est important de savoir quelles sont les personnes les plus vulnérables à ce genre d'abus. Tant les femmes que les hommes sont victimes de violences et de négligence, mais la situation est plus courante parmi les femmes. Pour ce qui est de la négligence de soi, les aînés qui vivent seuls sont plus susceptibles de se négliger et ce sont généralement les femmes, là aussi, qui sont le plus touchées car elles vivent plus souvent seules que les hommes. Il est important de savoir que la probabilité de négligence augmente avec l'âge et le degré d'incapacité et qu'elle survient à peu près à la même fréquence dans toutes les cultures, tous les groupes ethniques et raciaux et dans toutes les couches socio-économiques. Parmi les aînés, les personnes les plus vulnérables sont âgées de 75 ans et plus,
vivent seuls ou avec l'auteur de la négligence, sont isolés socialement ou géographiquement, souffrent d'un handicap physique ou mental et sont très dépendants d'une autre personne pour leurs soins de base, soit physiques, affectifs ou sociaux. Après la pause, qui sont ces gens qui négligent leurs aînés? Écoutons maintenant mon collègue Paul Rowe. Je souhaite la bienvenue à Jean-Marc Bélanger, un travailleur social de formation, qui est ici aujourd'hui pour nous parler au sujet de la négligence envers les enfants. Bienvenue Jean-Marc. Merci beaucoup. Alors tout d'abord Jean-Marc, quand on pense aux enfants, selon vous, qu'est-ce qui décrit la négligence? La négligence contre les enfants, c'est vraiment quand les parents, les adultes qui sont responsables pour les enfants, n'en prennent pas bien soin. C'est-à-dire qu'ils prennent pas soin d'eux d'une façon où ça peut rencontrer leurs besoins de base. Et vraiment, pour essayer de faire la distinction, on peut parler de deux sortes de négligence, la négligence physique et la négligence émotionnelle. Et puis on peut commencer avec la négligence physique. Certainement, quand on parle de négligence physique, c'est plutôt des choses qu'on peut constater, qu'on peut percevoir un petit peu mieux. Par exemple, si les enfants ne sont pas nourris suffisamment ou avec des aliments sains, si on ne les habille pas comme il faut, dépendamment de la température qu'il y a dans l'environnement. Par exemple, on ne les lave pas assez souvent et ça peut causer un risque par rapport à leur santé. Oui, naturellement. S'ils n'ont pas des endroits sécuritaires pour jouer ou même pour vivre, etc., par exemple, est-ce qu'ils dorment dans une chambre qui est trop froide ou est-ce qu'il y a, disons, des punaises ou des bébites ou même des rats qui pourraient être présents et qui causeraient un problème? On a entendu parler souvent d'enfants qui pourraient être retrouvés dehors, des fois sans mitaines, sans bottes ou peut-être en souliers durant l'hiver ou des choses comme ça. Fait que, juste un point que je voudrais faire par rapport à ça, quand on parle de négligence, c'est pas toujours les parents ou les tuteurs qui sont toujours à la source de la négligence. Là. Il y a aussi l'environnement qu'il faut considérer. Puis, dans un environnement qui peut être malsain ou dangereux, comme, s'il n'y a pas de terrain de jeu, puis les enfants ont seulement un endroit où s'amuser, où il y a de la vitre brisée ou des objets dangereux, par exemple, ou qu'il y a proche du trafic, des voitures, etc., c'est pas sécuritaire. Ou dans des endroits, des voisinages qu'on peut retrouver beaucoup de trafiqueurs de drogue ou de la prostitution, etc. C'est vraiment, tout ça, ça fait partie des exemples de négligence physique. Et puis la négligence émotionnelle? Quand on parle de négligence émotionnelle, c'est très différent de la négligence physique parce que c'est quand on ne donne pas l'affection ou l'attention qu'un enfant a vraiment besoin. C'est plus difficile à discerner à la vue, si vous voulez. Mais par exemple, on ne donne pas de câlin jamais, ou de signes d'affection à ses enfants. On ne fait pas aucune affirmation d'amour. On ne leur dit pas la petite fille, t'es belle, ou petit garçon, t'es fin, t'es adorable. OK? C'est un manque d'affection envers l'enfant. Des fois, le parent peut se retrouver dans la même pièce que l'enfant, puis il ne l'écoute jamais. Ça fait 20 fois que l'enfant répète la même chose. Mais il n'y a aucune reconnaissance que l'enfant parle. On ne l'entend pas, on l'ignore. C'est comme s'il n'était pas là. Ça, c'est la négligence émotionnelle, c'est la négligence psychologique. Mais peut-on considérer la négligence comme une forme de violence? Oh, absolument. Par contre, c'est une forme de violence qui n'est pas la même chose que l'abus physique, par exemple, parce que la négligence est beaucoup plus subtile. Mais ça n'empêche pas le fait que l'enfant subit puis vit la négligence quand même comme une forme de violence. C'est une forme de violence par laquelle on voit pas, on pourvoit pas leurs besoins émotionnels et leurs besoins psychologiques. Mais il faut pas quand même, il faut faire attention, il ne faut pas confondre cette forme de violence-là, la négligence, avec l'abus physique, comme se faire battre physiquement, par exemple, ou avec l'abus sexuel. Mais il y a un point que j'aimerais faire ici, que je pense qui est très important, par rapport à ce que la recherche nous dit sur la violence physique, l'abus sexuel, puis les circonstances qui entourent la négligence. Okay? C'est que quand on regarde ça de près dans la recherche, c'est qu'on réalise que la majorité des parents ou des tuteurs qui sont négligents, souvent vivent dans des conditions économiques qui sont déplorables. Ils n'ont pas les ressources nécessaires, par exemple, pour bien loger leurs enfants, pour bien nourrir leurs enfants.
même s'occuper des laver et des habiller. OK? Puis souvent, ils ne sont pas en mesure de donner une bonne supervision adéquate. Ah, je comprends. Puis, ce n'est pas le cas avec les autres formes d'abus, par exemple? Non, quand on parle d'abus plus physique, sexuel, de cette forme de maltraitance-là, de cette forme de violence-là, on les retrouve dans tous les secteurs socio-économiques de la société. Okay? Ça ne fait pas de différence si tu es pauvre ou pas pauvre, c'est pas un facteur. Mais par rapport à la négligence, c'est un facteur. Okay? Puis le plus qu'un parent est démuni, ou des fois, un parent a besoin d'avoir 2, 3 emplois pour arriver à rejoindre les deux bouts, le plus grand est le potentiel de négligence. Il y a vraiment un lien direct qui existe entre la négligence et la pauvreté, mais il n'y en a pas de lien direct qui existe entre la pauvreté et les autres formes d'abus, comme on parle ici d'abus sexuels, le viol, l'abus physique, ce genre de choses-là. C'est intéressant, mais est-ce qu'il y a aussi des parents qui ont beaucoup de ressources et beaucoup d'argent qui négligent leurs enfants autrement, par exemple? Oui, c'est certain. Puis on entend souvent parler. On a les parents, par exemple, qui ont des moyens financiers qui sont très forts, mais c'est des parents qui sont occupés à leur commerce, leur business. Et souvent, les enfants ont tout ce qu'il faut, même dans leur chambre ou dans la maison, toutes les télévisions, les vidéos, l'ordinateur, l'Internet, et c'est souvent sans supervision. Est-ce une autre forme? Est-ce que c'est une autre forme de négligence? Disons qu'il y a beaucoup de débats sur la question. Sans doute. C'est ça. Alors, Jean-Marc, est-ce qu'il y a une relation entre subir la négligence et l'expérience de problèmes de santé mentale? Je vous dirais que la réponse courte à la question, c'est de dire oui. On sait qu'il y a des recherches qui ont été faites, OK, puis que ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve à travers ça que la majorité des adultes qui ont un problème de santé mentale sévère ont subi de l'abus ou de la négligence quand ils étaient enfants. Je ne dis pas que c'est tous les adultes, mais la majorité, ils ont subi de l'abus ou de la violence. Le lien, par exemple, qu'il faut faire entre les deux, c'est que les adultes qui ont subi des formes de violence autres que la négligence, là, des formes de violence qui sont plus reliées à l'abus sexuel ou surtout, on retrouve que les personnes qui hallucinent, par exemple, qui ont des hallucinations auditives ou visuelles, donc des personnes qui entendent des voix ou qui voient des choses, ont 66 fois plus de probabilité d'avoir été sexuellement abusés comme enfants. Wow! Fait que ça, c'est les abus de la violence physique et de la violence, disons, sexuelle. Mais ce qui est un lien qui est très fort, c'est ces formes d'abus-là. Mais par rapport à la négligence, non, on ne retrouve pas quelque chose d'aussi sévère que ça. Les recherches démontrent aussi, n'est-ce pas, que dans la majorité des cas, les enfants sont victimes de plus d'une forme de mauvais traitement. Qu'en dites-vous? Je dirais que oui, règle générale. Il y a divers types d'abus. On en parle de l'abus physique, l'abus sexuel, l'abus émotionnel, l'abus psychologique, puis bien sûr, il y a la négligence. Les enfants qui sont abusés émotionnellement ont plus de chances aussi d'être négligés physiquement. Puis, en même temps, les enfants qui sont abusés physiquement et sexuellement ont aussi plus de probabilité d'être négligés émotionnellement. Mais aussi. Être abusé émotionnellement consiste de quoi exactement? Ça consiste en des choses des fois qui sont dites, comme par exemple, on va toujours répéter à un enfant « t'es stupide » ou « t'es laide »,« t'es pas bon »,« t'es pas bonne ». C'est vraiment, l'abus émotionnel, c'est vraiment de ne pas donner d'amour. C'est
Puis donner de l'amour, avoir de l'amour, c'est un besoin essentiel à l'être humain. Parfois aussi, c'est de rien faire, c'est de ne pas répondre aux besoins émotionnels d'une personne. L'absence d'amour, l'absence de toute forme d'attention, c'est de la négligence émotionnelle. Puis ça a des conséquences souvent à long terme dans la vie des enfants qui subissent ça. Oui, c'est sûr. Hein? Jean-Marc, pouvez-vous nous parler des droits qu'ont les enfants dans un monde où l'avenir leur appartient? Bien, je crois qu'il y a deux parties à cette question-là que j'aimerais peut-être adresser. La première, c'est que c'est très courant dans notre société de penser ou de considérer nos enfants comme c'est notre avenir, c'est notre futur. Ce sont nos enfants qui sont là. C'est la prochaine génération d'adultes en devenir. C'est eux autres qui vont créer notre avenir. Mais la deuxième partie de la question que je dirais, c'est qu'avant de voir nos enfants dans l'avenir, bien, il faudrait aussi les voir dans le présent. C'est important parce que comment ils vivent dans le présent, ça nous donne des bonnes indications de comment peut-être l'avenir pourrait peut-être devenir. Au lieu de juste les regarder comme un potentiel d'avenir, mais qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, ces enfants-là? C'est la réalité au lieu d'une sorte de rêve au sujet des enfants. Hein? Justement. Puis les enfants devraient vraiment avoir la possibilité puis la chance de vivre des vies qui ont un sens pour eux autres, qui sont significatives, qui ont de l'importance. En ce moment ici, dans leur présent, et pas dans l'avenir. Parce que si tu ne remplis pas ce que tu as besoin dans ton présent, comment vas-tu avoir des bonnes choses positives pour l'avenir? C'est important, je crois, de voir ça. Mais j'aimerais juste faire un commentaire sur la dernière partie de cette question-là. On dit « dans un monde où l'avenir leur appartient ». Je trouve que c'est une question un petit peu problématique parce que peut-être qu'on pourrait regrouper les droits des enfants en 3 catégories générales. Allez-y donc. OK. Premièrement, les enfants, OK, pour que le monde leur appartienne, il faut d'abord qu'ils soient respectés, puis il faut d'abord être capable de les protéger. Le droit d'être protégé de toute forme d'abus et de négligence et de toutes les autres formes de violence, c'est le premier critère, OK, par rapport au respect des droits des enfants. Le deuxième point, c'est que les enfants ont droit d'avoir des services qui sont adaptés à leurs besoins. Les gouvernements ont le devoir de fournir ces services-là à tous les enfants. Ici, on parle de choses, là, des services de santé, des services de bien-être, des services d'éducation. À l'intérieur des services de bien-être, c'est sûr qu'il y a des services de protection, etc. Donc, c'est important que ces services-là soient fournis et soient des bons services qui vont aider les enfants qui en ont besoin. Et je parlais de catégories. La troisième catégorie, c'est peut-être la plus controversée aussi, c'est que les enfants ont aussi le droit de participer à la prise de décision, selon la Charte des droits, OK, par rapport aux enfants. Les adultes, eux, ont beaucoup de difficultés à accepter cette notion-là, de façon générale. Peut-être ils vont se poser la question, si on donne ce droit aux enfants, est-ce que cela enlève ce droit aux parents? Oui, puis c'est vraiment une fausse conception, cette conception-là, mais elle est là, elle existe. Mais ce que ça veut dire, au fait, OK, c'est que les parents ont besoin de créer l'espace pour que les enfants puissent exprimer leur opinion. OK? Ça fait partie du processus de prise de décision. Puis ça ne veut pas dire que les enfants prennent des décisions unilatérales. Le plus les enfants vieillissent, de plus qu'ils deviennent matures, on devrait accorder plus de place, OK, et plus de poids au processus de décision et respecter leurs décisions. Vous savez, les enfants sont souvent dans une meilleure position que nous, les adultes, pour trouver des solutions par rapport à leurs problématiques. Puis pas seulement trouver des solutions, pardon, mais aussi pour prendre des décisions quand ils ont été victimes d'abus ou quand ils ont vécu la situation. C'est souvent eux qui peuvent peut-être arriver à déterminer ce serait quoi la meilleure action à prendre par rapport à ça. Puis il y a un fait intéressant là-dessus, sur des recherches assez récentes qui ont été faites là-dessus, c'est que
La recherche démontre vraiment que les enfants ont peut-être une meilleure compréhension de ce qui peut les garder en sécurité. Souvent, beaucoup plus que les adultes, puis même les professionnels qui ne comprennent pas tout à fait toujours le plein contexte de leur vie. C'est pour ça que, comme adultes, c'est important de les écouter puis de les impliquer dans la prise de décision par rapport aux choses qui font partie de leur vie. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça fait plaisir. Merci à vous. Saviez-vous que la négligence est une forme de violence? En voici quelques signes. Conditions de vie dangereuses ou non sécuritaires, absence de chaleur ou d'électricité par exemple, pas d'eau courante. Une apparence personnelle négligée, des problèmes médicaux non traités. Un logement qui est sale, des problèmes de malnutrition. Tous ces signes sont des formes de négligence. Prévenir la violence, c'est l'empêcher. De retour avec vous à l'antenne, ici Louise Moïse. Avant la pause, nous évoquions les personnes aînées les plus susceptibles d'être négligées ou de se négliger. Maintenant, voyons qui sont les personnes qui les négligent. Il n'y a pas de portrait type, bien entendu, mais généralement ces personnes sont un membre de la famille, un soignant, une personne d'âge mûr ou plus, une personne qui manque d'estime de soi, qui dépend financièrement de la victime et qui est mal informée et mal préparée aux responsabilités que représentent les soins à donner à un aîné. Il est aussi possible que cette personne ait été elle-même victime de mauvais traitements dans son enfance. Mais il est clair que toutes les personnes maltraitées dans leur enfance ne deviennent pas plus tard des personnes maltraitant à leur tour les aînés. Dans tous ces cas, que faire en tant qu'individu quand on s'aperçoit qu'une personne aînée se néglige ou est négligée par quelqu'un? Tout d'abord, si la personne se néglige elle-même, il n'est pas facile de définir ce que la famille ou la collectivité peut faire. Une personne âgée, du moment qu'elle est compétente mentalement, a le droit de décider de comment elle vit et des risques qu'elle veut prendre, même si cela signifie de refuser les soins qu'on lui offre. Rappelez-vous donc qu'on peut offrir de l'aide, mais qu'on ne peut pas l'imposer. Tant qu'un aîné est suffisamment informé et capable de prendre des décisions et ne met personne d'autre en danger, ses choix doivent être respectés. Intervenir dans les cas de négligence de soi lorsque la personne est compétente risque de se mêler de sa vie privée et de minimiser ses droits. La meilleure solution consiste à briser l'isolement de cette personne en l'encourageant à renouer les liens sociaux autour d'elle. Dans les cas où la personne est négligée par une tierce personne, il faut en parler, se renseigner et ensuite contacter le bureau de la GRC ou de votre service de police local le plus proche. Vous pouvez aussi vous adresser à un professionnel de la santé de votre région. L'important, c'est de ne pas se taire. Dénoncer la négligence, c'est l'arrêter. Cette émission vous a été présentée par productrice exécutive Roxane Leduc, producteur délégué Xavier Georges, réalisateur coordonnateur Paul Rowe, réalisateur, monteur et à la technique Jim Fiedler, au texte Françoise Angard, aux enregistrements Kevin Pinhorn. Je suis Louise Moïse. Merci d'avoir écouté. Cette émission a été rendue possible grâce au ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés francophones du Canada, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et avec l'apport du Centre national de prévention du crime.